bienvenue. Je suis rentré avec un de mes anciens patrons de Novell. On a créé une société dans la communication multimédia, en fin de compte. L'échange de gros fichiers vidéo, graphiques sur l'Internet à l'époque. Et donc on a capturé toutes les grosses boîtes de publicité aux États-Unis, mais également Walt Disney, les groupes. Oui, mais pourquoi vous pourquoi vous Pareil, c'est côté produit, je me défends bien. Donc l'idée là, c'était de bâtir une nouvelle catégorie de produits. C'était du Akamai avant Akamai, c'était du Cashflow avant Cashflow qui est maintenant Blue Coat. Une nouvelle catégorie de produits qui pouvait faire la destination de très gros fichiers sur Internet et une consommation locale. Et donc on avait beaucoup d'idées là-dessus quand j'étais à Novell. Et donc on a décidé de sortir ça et de bâtir la boîte. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez trouvé de l'argent comment? On a récupéré l'argent de Greylock, David Strom qui est le chairman de EMC maintenant, Van Rock, les mecs de Van Rock ceux qui ont fait Intel et tout ça, USVP. Donc on a récupéré pas mal d'argent. Le seul problème qu'on a eu là, c'est que à un moment donné, nos investisseurs n'ont pas cru à la vision qui s'est vraiment développée plus tard, la division Akamai et la destination la facilitation en fin de compte de la distribution des gros fichiers vidéo graphiques. Et donc ça s'appelle maintenant CDN, Content Distribution. C'est ça, Content Distribution Network. Il y a Akamai, il y a Level 3, ça a beaucoup changé parce que dans les années, il y a eu de gros changements des gros réseaux, mais c'est essentiellement ça. Et donc quand j'ai vu que c'était comme ça et qu'ils n'y croyaient pas, je m'en suis sorti. Et je comptais prendre un peu de temps et puis je me suis retrouvé parachuté dans une boîte publique en tant que CEO. Qui s'appelait World Talk. World Talk que j'ai revendu à Tom Howitt qui vient d'être racheté l'année dernière par Axway, une boîte française d'ailleurs. Et donc World Talk c'était un turnaround parce que les gens commençaient à me connaître comme un type produit qui savait quand même refaire la direction produit et retrouver de nouveaux marchés. Et donc World Talk était dans l'intégration messagerie. Et c'était à l'époque où Lotus, Exchange, etc. commençaient à s'imposer. Et donc la boîte était passée publique. 9 mois plus tard, tout le marché disparaissait carrément. Et je me suis retrouvé parachuté dessus pour la remonter. Et donc j'ai mis la société dans le côté sécurité. Et sécurité des messageries, parce qu'il faut toujours trouver un point fort qu'on a déjà à l'intérieur pour rebâtir. Et c'est nous qui avons inventé S-MIME. S-MIME, c'est le standard de la messagerie, de la crypto des messageries actuelles. Donc on a inventé ça, et on a mis ça dans le domaine public. On travaillait beaucoup avec Netscape à l'époque, Microsoft. Une grosse partie de mon équipe venait de Microsoft, on travaillait avec Microsoft, IBM. On a mis ça dans le domaine public. Et on a commencé à s'imposer comme compagnie de sécurité des messageries. On a fait les premiers produits anti-spam, on avait les premiers vrais filters de virus sur les messageries, etc. Donc, MIME, c'est un format assez ancien de messagerie. Pour les mails. C'est ça. Je me souviens plus de ce mais il y a mail quelque part dans ça, mail. Et puis il y a E pour Exchange, pour vraiment quelque chose entre. C'est ça, c'était le standard des messageries, de façon à ce que les messageries puissent échanger des emails sans avoir à se préoccuper de comment format. C'est ça. Et donc S-MIME, c'était un produit d'encryption. Sur ce format. Donc à l'époque, on travaillait beaucoup évidemment avec les équipes de RSC, de VeriSign, etc. Donc c'était une époque assez palpitante. On a eu 3 acheteurs à la fin. On a eu Symantec. À l'époque, c'était Enrique Salem qui est devenu maintenant le CEO, mais qui n'était pas, c'était le CTO à l'époque. Après, il s'est sorti de là, il est parti chez Oblix et Brightmare. Moi, on avait Symantec, on avait Trend Micro, je connaissais très bien le fondateur de Trend Micro. Négocié le deal au Japon pendant 1 mois avec SoftBank, le CFO de SoftBank. Et puis revenu, on continue les négociations avec les Japonais. Quand tout d'un coup, Tom Howitt était passé public, je connaissais bien l'équipe. On me dit Bernard, nous on a l'argent, on n'a pas les produits. Toi, tu as les produits, tu n'as pas ton argent, on t'achète tout ça. On a fait un deal pour 250 millions de dollars à l'époque. On a vendu la société. Et là je m'en suis sorti avec l'idée de vraiment passer une année à sans rien faire.
Et puis après 2 mois, ils m'ont oublié. Et alors, il y a une boîte de Venture Capital Risk, donc Foundation Capital, qui est assez connue ici, qui m'avait demandé de les aider à évaluer une petite société qui était à Fremont, qui s'appelle Cygate Technology. Et donc j'ai voulu, je vais voir, je regarde ça, on ne peut pas investir. Donc je vois l'équipe, je dis on n'investit pas. Mais j'avais un ancien, la VP Marketing, en fin de compte, était une ancienne de mon équipe de Novell. Et donc on va avec le message on n'investit pas, et évidemment ce n'est pas le bon message. Donc tout le monde était assez je veux dire, embêté triste et embêté. Donc j'avais dit, bon, je fais un petit plan, voilà le plan. Vous exécutez sur ce plan et on revient dans 6 mois et on peut investir. Et donc c'est passé aux investisseurs qui sont venus vers moi, Bernard et de nous. Alors je suis rentré dans la société, j'avais pris 3% des parts en tant que board member. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai remonté la société. Et j'avais décidé de mettre un produit sur le marché qui n'existait pas à l'époque. J'avais décidé de mettre un produit sur le marché qui permettrait de faire un firewall sur le desktop, sur le poste de travail. Donc c'était un produit maintenant que tout le monde a, qui n'existait pas à l'époque. Et donc on a remonté la société à partir de ça. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'ai regardé sa société, c'était consumer, donc à la maison, avec un deal avec Linksys qui allait disparaître et qui était vendu sur le web. On a changé, on a métamorphosé la société en une société de vente d'entreprise. On a mis un produit de sécurité desktop. On a commencé à capturer tous les gros comptes aux États-Unis. Et j'avais une stratégie de vente qui passait par un point pas trop compliqué, qui était le endpoint du VPN, du Virtual Private Network, donc qui à l'époque commençait à peine. Et c'était l'année 2000. Et si vous vous rappelez, l'année 2000, tout s'était écroulé. Donc je commence à aller chercher de l'argent pour la société. Et on commence à regarder ça, impossible de trouver de l'argent. Et d'ailleurs, dans le monde du capital risk, tout le monde me disait, Bernard, ta stratégie ne va pas marcher, le VPN ne va pas marcher, c'est pas ça. Donc il faut que tu changes tout ça. Et j'avais décidé, en tant que bombaste, de ne rien changer. Et donc on n'a rien changé. On a cherché de l'argent en Chine, à Singapour, un peu partout. On a continué à faire marcher la truc. 1 an plus tard, Gartner nous met dans leur Magic Quadrant comme leader. On avait convaincu Gartner qu'on était... Est-ce que tu peux, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est, explique ce que c'est, parce que je sais que c'est une expression du patois local. Ouais. Nous avons des visiteurs qui ne sont pas ici. Explique le Magic Quadrant de Gartner, s'il te plaît. Le Gartner a l'habitude chaque année, en fonction de technologies spécifiques, de décider qui étaient les bons opérateurs sur certains marchés. Et donc il y a quatre sections. Il y a ceux qui ont de la bonne technologie mais qui ne savent pas exécuter. Il y en a ceux qui savent vraiment exécuter mais qui n'ont pas la bonne technologie, donc ils sont côté gauche. Et puis en haut à droite, il y a ceux qui ont la bonne technologie qui savent exécuter. Et tout d'un coup, on s'était retrouvés devant tout le monde, devant les Symantec, les McAfee, les Sophos, et tout ça. Et on est resté en fin de compte leader pendant 3 ans jusqu'à ce qu'on vende la société à Symantec. Et donc ça nous a vraiment mis sur le Ça a coûté combien d'avoir ça, Gartner? C'est une société de consultants. Nous, d'ailleurs, ça nous a pris du temps avant qu'on souscrive même à leur service. Ça nous a pris au moins 2 ans plus tard, avant qu'on leur donne un peu d'argent. L'impact sur la société était faramineux parce qu'il n'y avait pas une décision prise dans une grosse société aux États-Unis sans qu'ils aillent au moins parler aux leaders dans cette technologie. Donc tout d'un coup, on avait les gros comptes qui nous contactaient. Donc on avait récupéré à l'époque Johnson & Johnson, Merrill Lynch, 55 000 postes à Merrill Lynch, FedEx. C'était combien par poste? En moyenne, c'était une trentaine de dollars par poste. On a récupéré FedEx. Quand on a vendu la boîte, le software était sur 260 000 ordinateurs chez HP. Pour vous donner une idée. On était sur tous les ATM aux États-Unis. Donc les distributeurs de billets.
Tout ça pour contrôler. C'est juste comme ça pour rire, enfin pour rire. Ouais. On va voir. Pour s'inquiéter, ces distributeurs de billets, qu'est-ce que c'est comme logiciel de base? Il y a beaucoup de Linux, Unix dans ces trucs-là. Mais à l'époque, il y a aussi beaucoup de Windows. Ce qui est toujours... oui, exactement, exactement. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on regarde la sécurité dans les grosses entreprises, c'est inexistant. Vous ne voulez pas savoir. Il vaut mieux pas savoir. Tout est pénétrable. C'est la fabrique de saucisses. Ah ouais, tout est pénétrable. Il ne faut pas regarder, faut pas ouvrir la porte. Il y a de très bons points parce que tout le monde essaye, tout le monde dépense beaucoup d'argent, mais les technologies actuelles sont facilement cassables. Donc, c'est pas trop compliqué. Mais en tout cas, donc, Cygate, c'était le parcours faramineux. Et, ça a duré combien de temps, ça? Cygate, c'était 2000 à 2005. Donc, on l'a vendu en octobre 2005 à Symantec pour plus de 200 millions. Et tu es resté ou tu es parti là? Mais j'étais dans le board, donc j'avais fait ça pendant 2 ans, presque bon, à mi-temps, le reste du temps je faisais rien, c'était pour s'amuser plutôt. Et donc je faisais ça pendant 2 ans, et donc 2005, c'était assez rigolo, parce que c'était le jour après Noël 2004 que Enrique Salem, qui est maintenant le CEO de Symantec, m'a appelé à la maison en me disant « Bernard, est-ce qu'on peut se voir demain ?» Et donc, il habite à Marin County, donc on est venu se rencontrer à San Francisco. Et il me dit, Bernard, on veut vraiment acheter Cygate, est-ce que vous seriez prêt à le vendre? Alors évidemment, ça dépend toujours du prix, comme vous le savez. Et donc on a commencé à discuter de tout ça. Et on a fini la vente, en fin de compte, en octobre. La vente était assez compliquée, beaucoup de raisons que je ne peux pas décrire ici, mais la vente était assez compliquée. Incroyable la détermination d'une équipe des deux côtés pour faire un deal qui de lui-même n'allait pas se passer à un moment donné. C'était assez compliqué. Mais oui, donc on a finalisé ça en octobre 2005. Donc 10 mois pour faire le deal. 11 mois. Oui, c'était assez compliqué. Il y avait un aspect légal énorme derrière qu'on a pu finir à sortir. Pas des problèmes de responsabilité. Non, je ne peux pas en parler. C'est très confidentiel. Mais bon, ça va. Vous seriez surpris si vous saviez vraiment ce qui s'était passé derrière, qu'on ait même pu vendre la boîte. Donc c'était dans ce contexte. Très bien. Alors justement, tu disais que tu faisais ça pour t'amuser le reste du temps, la moitié du temps. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Parce que tu as l'air en bonne santé, oui, tu as l'air de t'amuser. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Bon, beaucoup de randonnées évidemment, Pays Basque, montagne, on reste toujours dans les randonnées. Des randonnées ici? Les randonnées ici, on trouve toujours, et puis dans la Sierra Nevada. Donc, tu as fait des longs parcours nord-sud dans la Sierra? Non, parce que j'essaye toujours de faire ça avec ma femme, donc c'est toujours un peu trop pour elle. Donc, quoi qu'elle se débrouille assez bien. Mais donc toujours des randonnées pas trop longues, une dizaine de miles, de 15-20 km à la fois. Où est-ce que tu vas alors? Quand c'est les week-ends ici, tous les endroits autour, un peu partout, en bas. Et quand on peut, il y a un an, on a fait le Grand Canyon, les sentiers, etc. Donc on essaie de trouver toujours. On travaille tellement, évidemment, c'est le problème des startups comme Reza, c'est bien. On travaille tout le temps, donc c'est toujours essayer de s'en sortir. Mais à l'époque, beaucoup de randonnées. J'adore la natation, donc beaucoup de natation. J'adore le tir de précision, donc c'était super chouette. Ah d'accord, c'est pour ça que qu'on t'embauche pour remettre des situations en ordre. Qu'est-ce que tu fais comme tir de précision? Tir pistolet. J'avais commencé ça quand j'avais 15 ans. Je veux dire que mon père était dans les commandos marines, donc très tôt j'étais initié. Puis Pays Basque, faut vous dire, c'est plein d'armes, tout le monde tire partout. Donc, et d'ailleurs, je payais mes cours de conduite auto en réparant les armes de Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale des gens autour de moi. Donc
c'est le Pays Basque, c'est plein d'armes cachées, comme en Corse, pareil, c'est plein d'armes cachées partout. Et donc,